Yo, salut les gars, dans cette vidéo, nous plongeons dans l'histoire d'Arcadia, autrefois connue comme le berceau de mages incroyablement talentueux et puissants. Cela a duré des siècles, mais un jour, l'humanité a perdu ce don et le pouvoir du pays s'est estompé. Le royaume est devenu juste un autre royaume. Arcadia a dû compter sur la bonté d'autres puissances supérieures et d'autres moyens de survie. Comme marier la princesse. Alors, dirigeons-nous vers le palais où vit notre héroïne. Juste à ce moment-là, le deuxième prince d'Arcadia, Sander Ketril, fait irruption dans le salon. Il a crié que cela ne pouvait pas se produire et s'est tourné vers sa sœur en disant qu'il restait encore du temps pour changer d'avis, mais son frère aîné lui a dit de se taire. Le jeune homme qui ressemblait exactement à Xander a dit à son frère cadet que ce n'était pas une conversation à avoir devant tout le monde. Ce gars était le premier prince d'Arcadia, dit Ketril, mais cela n'a pas empêché le gamin de lui crier dessus. Il a insisté sur le fait que c'était totalement fou de forcer sa propre sœur à épouser ce tyran brutal, Canariandon. Le gamin a dit que les rumeurs disaient que Cana était si assoiffé de sang qu'il tuait des gens juste pour le plaisir. Il a également parlé des rumeurs entourant le mariage, disant qu'Arcadia avait conclu un traité de paix en vendant la princesse. Ça suffit déjà. Isebia Catarel, la belle aux cheveux clairs et première princesse du royaume d'Arcadia, a dit à son petit frère. Le garçon a donné à sa sœur un regard suppliant, mais elle a déclaré qu'elle voulait vraiment ce mariage, pas son frère Dietrich. Elle a ajouté que c'était entièrement sa décision. Donc il n'y avait pas besoin qu'il fasse tout ce bruit. Xander a commencé à pleurer et a essayé de discuter avec la beauté aux yeux émeraudes. Mais elle l'a assuré que tout irait bien. Il a murmuré entre ses dents qu'il ne comprenait pas pourquoi Isebia faisait cela. Qu'elle lui avait demandé d'obéir à son frère et de s'occuper de leur père. La fille a dit au garçon de prendre soin de lui. Et Dietrich a fait remarquer que les gens d'Arcadia comme lui seraient toujours reconnaissants pour cet acte. La fille pensait qu'elle avait su depuis l'enfance que le mariage par amour était un luxe pour une aristocrate noble. Elle a réalisé que ce mariage était le seul moyen de sauver sa patrie du danger imminent. Je me sentais tellement mal pour notre héroïne. Parce qu'elle a sacrifié son destin pour cela et maintenant, la voici dans une robe blanche à l'autel. Le prêtre demande si Isebia Catarel prendra Canariandor comme son époux et la fille répond « Je le veux ». Elle savait qu'elle ne pouvait pas répondre autrement. Pas quand l'homme devant elle était l'empereur lui-même et le prêtre venait de les déclarer mari et femme. Il leur a demandé de sceller leur union par un vœu de baiser, puis Cana a soulevé le voile de sa femme et lui a demandé de fermer les yeux. Alors que leurs lèvres se touchaient, le jeune homme a demandé si elle allait bien et la fille a réalisé qu'il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. L'héroïne a regardé leur Cana et a réalisé qu'à partir de ce jour, après ce vœu de baiser, cet homme était son mari pour toujours. Après la cérémonie, la fille, maintenant épouse, est montée dans une voiture. Tandis que son mari fraîchement couronné montait à cheval en tête du cortège. Assise dans la voiture, l'héroïne a tristement noté que la cérémonie de mariage était passée beaucoup trop vite et que son mari semblait avoir été arraché à elle. Mais vous, chers spectateurs, avez probablement deviné, tout comme Isebia, qu'il y a une bonne raison à cela, puisque le royaume est tout nouveau. Et tu ne peux pas le laisser sans l'empereur trop longtemps au début, la fille pensait que c'était une bonne chose. Parce que cela signifiait que Sa Majesté priorisait la gestion du royaume. Isebia savait. Les rumeurs disaient que Cana était un tyran assoiffé de sang mais de près, il ressemblait à un dieu, pas étonnant que tout le monde le respecte autant. Contrairement à elle, je pense que si tu voyais le nouveau mari de la fille, tu comprendrais comment elle se sentait par rapport à lui, elle se sentait comme absolument rien. Il s'avère qu'elle avait aussi un atout dans sa manche. Autrefois, la famille Caterial avait été bénie par le gardien de la forêt de Silverwood. Dans chaque génération, un mage éveille son destin, libérant la magie qui coule profondément dans la terre et protégeant son pays. Le mage de cette génération était Isebia, mais elle n'a pas exactement reçu une grande aide de pouvoir magique. Cela peut sembler étrange puisque le personnage principal est une véritable beauté, mais elle stressait.
À propos de sa capacité à gérer son rôle d'impératrice, Azibia pensait qu'elle était si pathétique que son Altesse s'ennuierait. Et la mettrait à la porte dès qu'il en aurait envie. Elle était tellement perdue dans ses pensées qu'elle n'a même pas remarqué un étranger louche qui épiait entre les arbres. Notre fille jeta un coup d'œil par la fenêtre essayant de comprendre ce qui se passait dans les bois près de la route, mais il était trop tard. Un nuage magique jaillit de la main du mage et une flèche en sortit directement vers la voiture de la jeune impératrice. Il y eut un grand craquement, un cri et les chevaux hennirent. Son Altesse freina brutalement. Et pendant une fraction de seconde, nos cœurs s'arrêtèrent aussi. L'empereur cria en demandant ce qui se passait. Les gardes crièrent que la voiture de l'impératrice était sous attaque et son mari inquiet se précipita là-bas comme une flèche. Il voulait vérifier si sa femme était blessée, mais les choses étaient bien pires qu'il ne le pensait. Nous savons que vous vous demandez ce qui se passe avec le personnage principal, mais pour avoir le tableau complet, nous devons revenir à une nuit où la princesse avoua à Deutric qu'elle était pétrifiée alors qu'Evia disait qu'elle ne voulait pas épouser Connor et partir pour le royaume de Riandorn. L'idée d'épouser ce tyran la terrifiait. Elle demanda s'il n'y avait pas un autre moyen de sauver le pays. Son frère dit que cela lui brisait le cœur de la voir souffrir ainsi. Il expliqua qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire. Archie n'avait pas la force de combattre, les troupes étaient épuisées. Les provisions s'épuisaient et il n'y avait plus de retraite possible. Le jeune homme souligna à quel point c'était fou. Car Ken n'est pas de mage capable de défendre leur patrie. Le prince Deutric résuma en disant que c'était juste la dure réalité. Ils devaient faire tout ce qu'ils pouvaient pour le bien de leur pays. Pour une raison quelconque, c'était la conversation que le personnage principal se souvenait alors qu'elle glissait au sol de la voiture. Avec une flèche dans la poitrine, la fille réalisa que son frère avait raison. Si elle avait de puissants pouvoirs magiques, elle serait au moins utile pour quelque chose. Allongée sur le sol, la fille revint enfin à la réalité. À cause de quelqu'un qui criait son nom et lui demandait de se réveiller, elle fut surprise de se sentir bien. Même si elle se souvenait distinctement d'une flèche perçant sa poitrine il y a à peine une minute, Xavier entendit Canok crier son nom. Alors elle se retourna et fut stupéfaite par ce qu'elle vit. L'empereur priait le Seigneur et lui demandait quelque chose. Et devinez quoi, le corps qu'il portait appartenait à l'impératrice elle-même. Les gardes demandèrent au Seigneur si l'impératrice était vraiment décédée et il répondit que c'était entièrement de sa faute. Il dit qu'il n'aurait pas dû faire confiance à ces sales nordistes. Il accepta de participer à leur sale manigance. À partir de maintenant, l'alliance est rompue, déclara Canok. Il affirma que Archaia paierait en sang pour leur trahison et ordonna qu'ils rentrent immédiatement et commencent à se préparer à la guerre. L'esprit de l'impératrice cria de toutes ses forces et tenta d'arrêter son mari, mais en vain, personne ne pouvait l'entendre. Le fantôme du personnage principal essaya de rattraper sa majesté, mais elle s'effondra et tomba. Une douleur brûlante dans sa poitrine, elle avait l'impression que son corps allait se déchirer en 1 million de morceaux. Ça faisait si mal que la fille ne pouvait pas bouger. Soudain, elle entendit un jeune homme rire et dire qu'Archaia devrait assister à sa propre destruction. Il appela Ezibia sa pauvre petite chose et dit qu'il était désolé qu'elle soit encore en vie. Tout en se vidant de son sang, le fantôme qui se relevait réussit à reconnaître Dietrich dans l'inconnu qui approchait. Avec un regard satisfait, elle se traîna vers lui. Soudain, de l'autre bout de la voiture, la voix d'un autre homme résonna, demandant à son Altesse comment se déroulait le plan. Le prince rayonnait d'un sourire et répondit qu'il était très satisfait. Car il avait enfin réussi à se débarrasser de tous les obstacles. Alors que l'esprit d'Evia était choqué par ce qu'elle entendait, elle fut encore plus surprise lorsqu'elle entendit les mots suivants de son frère. Il dit qu'il ne ferait pas de mal de confirmer personnellement la mort de sa sœur, mais l'inconnu lui assura qu'il n'y avait rien à craindre. Il dit que la flèche avait touché en plein cœur et que la mort était garantie. À ce moment-là, le personnage principal réalisa à quel point son frère était dégoûtant. Deutric, d'un ton sérieux, avertit la silhouette encapuchonnée que ce n'était pas la fin de l'accord, il lui avait simplement permis de s'occuper de sa sœur. Il lui rappela que la silhouette encapuchonnée avait promis de lui accorder un tel pouvoir qu'il mettrait l'Empire Riandon à genoux. L'homme rassura son Altesse, garantissant qu'Archaia gagnerait dans la guerre prolongée et que la renommée du prince se répandrait à travers le continent. Deutric murmura
Combien il regrettait que Cana ait pris le corps, puisque sa sœur était née mage et que son cadavre aurait été utile. Après ces mots, le personnage principal tomba dans un désespoir total, ne comprenant pas pourquoi son frère était si cruel. Maintenant, vous êtes probablement tout aussi choqué par cette conversation. Hésibia a toujours pensé qu'elle avait une merveilleuse relation avec son grand frère, mais il s'est avéré qu'il la détestait secrètement. Après un moment, tout comme l'inconnu encapuchonné l'avait prédit, une guerre sanglante éclata. Hésibia resta un fantôme piégé dans la forêt où elle avait été tuée et sa vie devint un enfer vivant. Elle ne pouvait pas trouver d'explication logique à tous les événements terribles qu'elle était forcée de témoigner. L'esprit du personnage principal devait se résigner à simplement regarder en silence, puisqu'elle ne pouvait rien faire. Mais la guerre ne voulait tout simplement pas se terminer. Après avoir accusé l'Empire Riandon d'avoir assassiné la princesse, Detrick prévoyait de les écraser en guerre en s'alliant avec le royaume du Nord, mais Cana s'occupa rapidement de tout le monde, remportant victoire après victoire et plongeant Arcadia de plus en plus dans le désespoir. Face à la guerre, tout perdit son sens. Remportant victoire après victoire et plongeant Arcadia de plus en plus dans le désespoir face à la guerre, tout a perdu son sens. Les forêts et les champs d'Arcadia que le personnage principal aimait dans la vie n'étaient plus beaux, le froid. Les corps sans vie des êtres chers de la princesse étaient comme une blague cruelle à sa mort insensée dans la 3e année de la guerre. Dietrich fut capturé et amené devant l'empereur Cana, tout le monde autour de lui exigeait son exécution immédiate, mais même dans cette situation, le jeune souverain d'Arché ne pouvait pas dompter son esprit fier, se moquant et insultant l'empereur. Il cria que même si Cana avait tué toute sa famille et pillé les terres de son royaume, cela ne signifiait pas qu'il avait gagné. Le monarque d'Arché dit à l'empereur que la malédiction de toute la lignée Catril le hantrait jusqu'à son dernier jour, mais Canaya sourit et dit à Dietrich qu'il pouvait maudire l'empereur après sa mort. Ainsi il suivrait les cris et finirait son esprit. Hésibia vit son frère aîné tué de ses propres yeux et ensuite, Sa Majesté Cana ordonna que tout ici soit brûlé. Une partie de moi se sent mal pour le personnage principal mais une autre partie est ravie que ce personnage horrible ait enfin eu ce qui lui revenait. Le fantôme du personnage principal pleura sur le cadavre et demanda si le plan impossible en valait la peine, puis éclata de rire comme une folle. Elle se tourna vers la forêt argentée et supplia en larmes de prendre son âme mais d'aider d'une manière ou d'une autre Arché. La fille supplia la forêt de lui donner une chance de remonter le temps quand soudain une lumière verte se déversa du ciel, l'aveuglant. Pour ceux d'entre vous qui sont un peu émotifs, peut-être devriez-vous détourner le regard car elle ouvrit les yeux sur quelqu'un l'appelant par son nom, l'appelant leur précieux enfant. Ézépia demanda si la forêt argentée lui parlait mais quand elle se concentra, elle réalisa que son père et son frère cadet la regardaient. Avec des yeux fatigués, elle retourna leurs salutations joyeuses et les étreignit fermement, mais même après quelques minutes, elle ne pouvait toujours pas y croire. Ce n'est pas étonnant, puisque tout récemment elle regardait les cadavres de ses êtres chers et maintenant ils étaient juste ici avec elle. Vivant et en bonne santé, son père appela le médecin royal et demanda si la princesse avait passé une mauvaise nuit. Y aurait-il des effets secondaires? L'homme lui assura que tout allait bien. Les yeux et les cheveux de la princesse avaient changé de couleur. Comme prévu pour une mage dont les pouvoirs s'étaient éveillés, il dit que cet éveil était le premier en 100 ans et que tous les détails n'étaient pas connus. La fille avait l'impression d'avoir été arrosée d'eau glacée. Ézépia se demanda de quelle magie il parlait. Ses capacités s'étaient éveillées quand elle avait 10 ans. Pourrait-il être qu'elle soit revenue dans le temps, pensa la fille. Pas moyen, ça ne peut pas arriver, je dois être en train de perdre la tête. Ce n'est pas réel, ce n'est qu'une hallucination. Xander remarqua le visage pensif de sa petite sœur et lui dit de ne pas tomber malade. Parce qu'ils devaient être ensemble le plus longtemps possible, alors Evia toucha le visage de son frère pour s'assurer que ce n'était pas un rêve. Et qu'il était chaud, la fille pleura, ce qui est compréhensible. Après tout, n'importe qui serait ému dans cette situation. Le personnage principal remercia mentalement la forêt argentée d'avoir entendu sa prière et de lui avoir donné une seconde chance. Elle se promit de ne pas le laisser partir cette fois-ci et de protéger sa famille et son royaume à tout prix. Le lendemain, assise devant un pot de fleurs, Ézébia en vint à la conclusion que ce qu'elle avait en tête ne serait pas si facile à réaliser.
Il lui faudrait un pouvoir plus puissant que n'importe quel gardien et la forêt argentée était la divinité qui protégeait Arkay, la déesse phare avait une sœur qui, après sa mort, fut réincarnée en un arbre argenté poussant à la lisière du monde, une forêt grandit autour de l'arbre. Bordant le royaume d'Arcade, ses habitants commencèrent à demander des bénédictions à la forêt d'argent. Ceux qui reçurent la bénédiction devenaient les gardiens d'Arcade et protégeaient le royaume de tout danger, mais les jours glorieux d'Arcade étaient révolus. Soudain, la magie disparut à travers tout le continent et la bénédiction de la forêt s'évanouit aussi, avec tous les gardiens disparus. Arcade vacillait au bord de l'effondrement. L'éveil de la princesse en tant que mage devenait le seul espoir. Tout le monde félicitait sa majesté. Il la célébrait comme un trésor et se réjouissait que le royaume d'Arcade ait enfin un gardien. Mais le bonheur ne dura pas. Ils réalisèrent bientôt que la princesse ne pouvait pas manier le pouvoir magique nécessaire. La joie se transforma en mépris, car tout ce que la jeune princesse pouvait faire en tant que gardien, c'était parler aux fleurs et aux arbres. La fille était certaine que quelque chose avait mal tourné lors de l'éveil. Les arbres insistaient sur le fait qu'elle était incroyablement chanceuse. Les arbres étaient gentils, mais cela ne l'aidait pas à faire face aux critiques des gens. Dans sa vie passée, elle ne pouvait que regarder son royaume se désagréger, mais maintenant les choses étaient différentes. Azibia espérait que si la forêt d'argent l'entendait vraiment, elle lui avait accordé le pouvoir de protéger son pays. Le personnage principal vit une pousse verte percer la terre et pensa sérieusement que c'était ça. Elle se demanda si ses prières avaient été mal comprises, si elle avait été ramenée à la vie et dotée de ce talent. D'accord. C'était définitivement une amélioration par rapport à sa vie passée, mais l'héroïne savait que ce pouvoir ne suffirait pas contre l'empereur. Entendant la voix familière d'un gars la saluer, Evia se retourna et vit son grand frère vivant et souriant. Il avoua qu'il avait entendu que sa sœur avait éveillé un certain pouvoir et que cela lui causait de terribles maux de tête. Le gars dit qu'il se sentait vraiment mal. Mais son sourire sucré semblait totalement faux. À cet instant, la fille se souvint de sa vie passée. De Trick disant que son corps serait utile puisqu'elle était mage. Ezibia agissait bizarrement et lança un regard suspicieux à son frère. Il lui demanda si ça allait. Elle s'excusa, blâmant cela sur le fait de se sentir mal à cause de ses pouvoirs qui se manifestaient. Elle demanda à Trick de lui laisser un peu de répit. Le jeune homme lui assura que ce n'était pas un problème, il comprenait qu'elle traversait une période difficile. La fille nota pour elle-même qu'elle savait maintenant quels étaient les véritables motifs de son frère. Elle pouvait sentir la fausse sincérité dans chaque mot. Le gars lui prit les mains et s'excusa de devoir lui annoncer une mauvaise nouvelle. À ce moment-là, Trick dit qu'il était personnellement fier que sa sœur soit devenue un gardien, mais beaucoup de gens n'y croyaient pas. La lignée de la cathédrale est bénie, poursuivit le gars, c'était nul, mais le peuple d'Arcade doutait. Que la forêt d'argent ait réellement donné des pouvoirs magiques à la princesse. Le personnage principal s'exclama que c'était scandaleux. Et le jeune homme continua qu'il ne doutait pas d'elle une seconde. Le prince dit. On peut comprendre leur point de vue, oui, la magie s'est éveillée, mais qui sait si sa majesté peut même l'utiliser. Ezabia voulut argumenter, mais se rendit compte que la seule preuve de son pouvoir était juste une petite pousse. Son frère dit à sa sœur de ne pas se décourager, le royaume ne devrait pas avoir mis autant d'espoir sur la pauvre gamine de toute façon. La fille pensa à quel point tout cela était étrange. Les mots, les gestes, les expressions et le ton de Trick étaient tous les mêmes que d'habitude. Elle se souvenait qu'une fois, enfant, Ezibia avait couru vers son frère pour se vanter qu'elle pouvait enfin utiliser la magie. Elle avait dit qu'elle avait parlé aux fleurs à la maternelle ce jour-là et qu'elles avaient partagé leurs souvenirs avec elle. La petite fille avait demandé si c'était son pouvoir et comment elle pouvait l'utiliser, mais Trick avait dit que ce n'était qu'un petit tour. Pas de la magie, il lui avait dit de penser à ce que les gens diraient en découvrant que c'était tout ce pourquoi elle était bonne. Le gars avait demandé à sa sœur de ne dire à personne son pouvoir et avait promis qu'il la protégerait. Tout ce qu'elle avait à faire était de rester à ses côtés, il insistait sur le fait que sa sœur n'aurait rien à faire, il s'occuperait de tout. Ses souvenirs rendaient la fille malade, Dietrich avait demandé avec inquiétude si Ezebia allait bien, le personnage principal ne pouvait pas répondre clairement.
Une voix intérieure soudaine l'avait interrompu, elle disait qu'il savait que cela arriverait parce qu'Isébia n'était vraiment capable de rien. Surtout pas de se venger ou de protéger Arcadia, la fille avait essayé de se convaincre que c'était une hallucination, mais la voix continuait. À dire que la forêt d'argent ne lui avait rien donné, la voix intérieure riait en disant qu'Isébia avait simplement été manipulée. Trompée pour revivre des événements terribles, la fille avait repoussé la voix insistante et avait crié que ce n'était pas vrai. Detrick était vraiment surpris et avait demandé si sa sœur se sentait bien, elle avait répondu qu'elle allait bien. Le personnage principal s'était dit qu'elle devait rencontrer la forêt d'argent et découvrir ce qu'elle voulait d'elle. Si elle ne prévoyait pas de la sauver, le problème était que la forêt d'argent était à la lisière du royaume. Et que le temps n'était pas exactement clément, les gardes essayaient de faire revenir la dame vers la voiture. Mais elle leur avait dit qu'elle ne pouvait pas faire ça tout de suite, avant cela, la princesse avait demandé la permission à son père. Mais il ne comprenait pas pourquoi elle avait besoin d'aller à la forêt d'argent, la fille avait répondu. Qu'elle pensait que c'était la chose logique à faire après qu'elle se soit éveillée, l'homme avait expliqué que seul le roi était autorisé à rencontrer la maîtresse de la forêt d'argent et même alors, seulement une fois, il avait dit qu'elle semblait assez amicale. Mais même elle avait des moments où elle était plus sauvage qu'une tempête de neige, son père se souvenait d'avoir visité la maîtresse de la forêt d'argent une fois pour ramener sa femme, la mère d'Azabia, à la vie. Mais elle avait refusé, elle avait dit que ramener les morts à la vie allait à l'encontre des lois de la déesse Sahara. Il avait perdu beaucoup ce jour-là, il avait précisé qu'il avait peur que quelque chose arrive à sa fille. Après ce voyage, mais la fille lui avait dit de ne pas s'inquiéter, elle avait dit qu'elle devait le faire pour le pays et avait promis de revenir si quelque chose tournait mal. Puis son père avait enlevé son pendentif et le lui avait donné, l'homme avait expliqué que c'était un artefact qui accordait de la chaleur. Il l'avait un jour donné à sa femme maintenant décédée, selon son père, cet artefact était censé aider sa fille. Et cela avait fonctionné, grâce à lui, sa température corporelle ne baissait pas, Isébia avait serré le pendentif fermement dans ses paumes. L'avait embrassé et avait mentalement remercié son père et sa mère, la fille pensait qu'elle ne voulait plus perdre ses proches. Et qu'elle changerait le destin, pour cette raison, elle avait décidé que dans les circonstances actuelles, il n'y avait pas d'autre moyen. Elle devait ignorer ce que les autres pensaient et utiliser sa faible magie, les gardes imploraient sa seigneurie de se lever. Mais sans hésitation, elle pressa ses mains nues contre le sol gelé, « Votre Altesse » s'adressa mentalement aux plantes de la forêt argentée et dit qu'elle avait besoin de rencontrer la dame qu'Isébia lui avait demandé d'écouter, s'il vous plaît. Et la conduisit dans son temple feuillu, les gardes levèrent la tête et restèrent figés de choc devant ce qu'ils voyaient. Car la tempête de neige s'était soudainement arrêtée, un soleil éclatant brillait et le ciel était devenu bleu, Isébia le prit comme un signe, comme si elle était autorisée à entrer. Et ordonna aux gardes de rester en place et d'attendre, puis elle s'enfonça plus profondément dans les bois alors que notre héroïne marchait. Elle remarqua qu'il faisait encore plus froid dans les bois, sa peau était déjà engourdie par l'air glacial, elle entendit une voix mélodieuse appeler son nom. L'appelant douce enfant et vit un arbre aux feuilles argentées devant elle, elle ne pouvait pas croire sa chance. Enfin rencontrant la dame de la forêt argentée, pendant ce temps, cette même voix mystérieuse demanda ce qui avait amené Isébia ici dans cette vie. Cela frappa le personnage principal comme une tonne de briques, elle réalisa qu'elle avait toujours eu raison, que c'était la forêt argentée qui lui parlait. Dans sa vie antérieure, la princesse avait demandé à la dame de la forêt argentée, la gardienne d'Arquée, si elle avait été ramenée à la vie. Parce qu'ils avaient besoin de quelque chose d'elle, Isébia promit de faire tout ce qu'on lui demanderait et avoua qu'il y avait une chose de plus. Qu'elle voulait demander à la forêt argentée, la princesse demanda si elle pouvait être dotée de plus de capacités magiques. Puisqu'elle avait renoncé à son âme pour sa renaissance, l'arbre dit à Isébia qu'elle se trompait, il l'observait depuis tout ce temps, c'est vrai. Mais il n'avait jamais répondu à aucune de ses prières, Silverwood précisa qu'il ne grandissait que les vœux des monarques. Mais elle argumenta qu'elle avait entendu sa voix avant sa renaissance, il dit à l'invité non désiré de rentrer chez elle car son corps ne pouvait pas supporter le gel local. Et le pendentif cesserait bientôt de fonctionner, la voix murmura rapidement que la princesse était aussi têtue que son père. Et elle déclara haut et fort qu'elle s'en fichait, qu'elle était prête à mourir là, elle ajouta que c'était la meilleure option.
Car elle n'allait pas regarder la guerre en silence comme dans sa vie antérieure, le personnage principal tomba à genoux. Et commença à supplier en pleurant car elle voulait sauver son royaume, pas se cacher derrière quelqu'un d'autre. Silverwood essaya de calmer Azivia, mais elle continuait de pleurer, puis il admit qu'il ne pouvait plus donner de magie au gardien, il précisa que sa vie antérieure si mauvaise était en partie de sa faute. Et proposa de partager sa force vitale avec elle. Silverwood admit qu'il croyait qu'Isabia pouvait changer le destin de son royaume. Et maintenant rien ne pourrait l'arrêter. Soudain une voix intérieure maléfique résonna dans sa tête demandant si Isabia croyait vraiment à ses balivernes. Silverwood dit que maintenant la princesse pouvait agir comme elle le souhaitait et son subconscient maléfique se demanda sarcastiquement ce qu'elle pourrait bien faire. Une voix sinistre promit qu'elle souffrirait et mourrait à la fin. Mais le personnage principal déclara que cela n'arriverait pas cette fois, et Zevia cria qu'elle se fichait de savoir si elle était destinée à mourir cette fois ou non et annonça qu'elle n'allait plus avoir peur. Pendant ce temps, au poste de contrôle, l'un des gardes Baya et son supérieur le réprimanda pour avoir presque manqué l'arrivée de votre Altesse. Il salua la princesse qui avait maintenant 20 ans, le chef de la garde rapporta personnellement que le nombre de victimes avait diminué. Depuis qu'elle avait commencé à renforcer les frontières, votre Altesse dit qu'elle était heureuse d'aider et le jeune homme répondit qu'elle avait fait plus que simplement aider. Il a souligné que même les vignes épineuses qu'elle avait enroulées autour de leurs barricades valaient beaucoup et elle avait également donné un grand nombre de flèches et des boucliers presque impénétrables. Le gars a dit que cela pouvait sembler fou, mais parfois, on avait l'impression qu'elle avait traversé une guerre aux côtés des troupes après ces mots. Azabia se souvint de son temps passé sur le champ de bataille en tant que fantôme, pleurant les morts. Elle sourit, notant que le gars était assez perspicace. Et il se figea pendant quelques secondes, totalement confus, disant s'était écoulé depuis que le personnage principal était revenu dans le temps. Et un jour, Isabella travaillait encore tard après avoir rencontré la dame de la forêt d'argent. La fille avait pu maîtriser de puissantes capacités magiques. Maintenant, en quelques secondes, elle pouvait faire pousser un nombre énorme de plantes gigantesques. C'est ce jour-là que le personnage principal décida de construire des barrières autour de la zone frontalière et de l'entourer de forêts impénétrables. Elle se demandait si elle pouvait utiliser la magie pour créer des flèches. Quand soudain, quelques gouttes de sang tombèrent sur la page, la fille se frotta le nez, pensant qu'elle ne pouvait pas ralentir maintenant. Puisque les nouvelles des conquêtes de Connor lui parvenaient rapidement, même dans cette vie, Ezebia savait qu'il ne faudrait pas longtemps avant qu'il atteigne Arkay. Et ils étaient impuissants à s'opposer à l'Empire Riandon. La pensée de cela rendait le personnage principal si en colère. Elle voyait rouge et jura de faire tout ce qui était en son pouvoir pour protéger son pays. La princesse reçut de mauvaises nouvelles aujourd'hui. Une lettre arriva de Canariandon lui-même. La lettre ne disait que 3 mots. Il veut la princesse au conseil. Les conseillers les plus proches de la princesse étaient outrés que ce barbare puisse même suggérer une telle chose. L'un d'eux cria qu'il n'y avait aucune chance qu'il la remette à ce tyran, mais la fille se mit à rire intérieurement. Elle se souvenait parfaitement comment, dans sa vie antérieure, ils avaient fait exactement cela sans réfléchir, mais cette fois. Il faisait tout un spectacle d'émotions. La fille nota mentalement que la lettre était la même que la dernière fois. Ezibia savait que l'empereur Kana avait été esclave et elle se disait qu'il avait peut-être aussi traversé un passé humiliant. Le personnage principal devina également que le mépris de tous était ce qui avait rendu Kana si froid et cruel. Ce qui l'inquiétait le plus, c'était de savoir si tout le monde au conseil croyait vraiment que l'armée d'Arcadia pouvait faire face aux forces impériales. Soudain, le prince héritier prit la parole et dit que bien sûr. Il était dégoûté à l'idée de donner sa sœur à ce tyran. Il exhorta tout le monde à considérer si un vrai dirigeant ne devait pas être absolu, décisif et penser à son peuple. La fille rit intérieurement. Car il était évident que son frère n'utilisait que le peuple comme excuse et était désireux de vendre sa sœur à un monstre. Dietrich se tourna vers Isabella en disant qu'en tant que gardienne d'Arcadia, elle devrait le comprendre. Et la fille acquiesça, puis le personnage principal, avec un sourire sur le visage, déclara qu'elle épouserait volontiers Canariandon. Une semaine plus tard, Dietrich visita les appartements de sa sœur. La fille demanda ce qui l'amenait là et il lui demanda de ne pas être si cruel. Il ajouta que la princesse partirait loin demain, alors pourquoi ne pas avoir une dernière conversation avec elle?
Cher frère, Hésibia répondit froidement que si le gars avait des affaires urgentes avec elle, il ne devrait pas tarder et juste le dire. Puis il jeta un pendentif bleu sur la table, elle demanda à quoi elle en avait besoin, Deutric dit que sa sœur ne lisait pas assez de livres. Parce qu'elle ne sait pas que c'est un artefact de communication, expliqua le jeune homme. Cet artefact lui permettrait de contacter son foyer à tout moment, donc elle devrait le garder avec elle, dit son frère. Pendant ce temps, dans l'Empire, la princesse devait découvrir les faiblesses de Cana et les lui rapporter. La princesse se demanda pourquoi Dietrich faisait cela. Puisque l'Empire Riandon et le royaume d'Archaïa étaient alliés. Le jeune homme répondit que le mariage n'était qu'un prétexte, alors que l'Empire se développait rapidement et qu'il devait en tirer parti. La princesse protesta que si elle se faisait prendre, cela pourrait déclencher une guerre. Dietrich rit et remarqua que sa sœur était si naïve. Il déclara qu'il se préparait déjà à la guerre et qu'il attaquerait Rhiannon lorsque l'occasion se présenterait. Deutric se vantait d'avoir déjà obtenu le soutien de plusieurs États du Nord, et de plus, il avait déjà un puissant allié. Son frère conclut que lorsqu'ils seraient tous préparés ensemble, il pourrait facilement écraser l'empereur Riandon. À la mention d'un puissant allié, l'esprit de la princesse s'éclaircit. Son frère n'aurait pas pu acquérir cet objet magique tout seul, il y a probablement un puissant sorcier de son côté, quelqu'un qui sait où obtenir des artefacts. Ou qui peut les fabriquer. À ce moment-là, pour une raison quelconque, la fille se souvint du mage de sa vie antérieure, qui avait tiré une flèche sur elle alors qu'elle était dans une voiture. La fille fut effrayée par ses propres pensées, se demandant si le même sorcier était impliqué et si son frère aîné essayait de déclencher une autre guerre. Deutric demanda à sa sœur pourquoi elle était silencieuse. Mais la fille se demandait ce qui se passerait si elle rejetait l'offre de son frère en ce moment. Elle pensa qu'il la tuerait probablement, comme il l'avait fait auparavant et que tout redeviendrait comme avant. Le personnage principal était tourmenté par la question de savoir si elle pouvait changer quoi que ce soit du tout. Peu importe combien elle essayait de changer les choses, elle ne pouvait pas empêcher le terrible avenir. Dietrich se demanda si sa sœur croyait réellement que son mariage avec l'empereur réglerait les choses d'une manière ou d'une autre. Voyant l'incompréhension dans les yeux d'Hésibia, le jeune homme se souvint que la pauvre ne connaissait pas toute la vérité. Il plaça un document devant elle, expliquant qu'il l'avait apporté spécifiquement pour sa sœur parce que les informations à l'intérieur étaient top secrètes. Il révéla que les gardiens d'Archaïa ne pouvaient pas avoir d'enfants, être un gardien signifie se donner entièrement à la forêt d'argent. Il résuma que sa sœur ne pourrait jamais devenir mère et ne pourrait pas utiliser de magie en dehors d'Archaïa. La fille était sous le choc et s'exclama que cela devait être un mensonge, mais Deutric rétorqua que c'était la vérité. Il dit qu'il avait trouvé le document au fond du coin le plus profond de la bibliothèque secrète, un endroit auquel seul le roi avait accès. Le garçon demanda à la fille d'imaginer à quel point Cana serait furieux lorsqu'il découvrirait que sa femme ne pouvait pas lui donner un héritier. Deutric dit que l'empereur ne pardonnerait certainement pas à Archaïa pour ce coup bas et voudrait se venger. Azivia cria qu'elle en avait assez des mensonges et le garçon lui demanda de réfléchir à pourquoi il n'y avait aucune mention du descendant du gardien dans aucun livre d'histoire. Le personnage principal ne pouvait pas y croire, mais elle se demandait encore si c'était vrai. Est-elle condamnée à échouer à prévenir la guerre encore une fois, même dans cette vie? Pendant ce temps, l'empereur. Il se lavait le sang de ses ennemis et le conseiller lui demanda s'il réalisait qu'ils allaient être attaqués en traversant la frontière. Le gars grogna qu'il pouvait y avoir tant de bandits et de déserteurs dans ces bois et que sa majesté ne portait même pas d'armure. L'empereur ordonna à l'assistant blond de cesser ses bavardages et de lui remettre des vêtements propres, disant qu'il ne pouvait pas se présenter pour rencontrer sa future épouse. Couverte de sueur et de poussière de route, la servante personnelle supplia sa maîtresse de rentrer immédiatement car il faisait froid sur le balcon. Mais Hésavia répondit qu'elle avait besoin de prendre l'air, la femme s'étonna car la princesse était d'une pâleur mortelle. Même si c'était son jour de mariage avec Cana, la fille se souvenait qu'elle était allée directement à la bibliothèque. Après avoir parlé à Deutric, elle y avait passé des heures et avait été horrifiée de découvrir que son frère avait raison, il n'y avait pas une seule mention d'un enfant de gardien.
Les enfants de sorciers héritent de leur magie, donc la princesse pensa que l'empereur voulait l'épouser pour avoir un héritier avec de la magie. Alors qu'Evia réalisait que la forêt d'argent lui avait donné de la magie, ce qui signifiait que son frère avait raison, elle n'était vraiment jamais destinée à avoir des enfants. La fille se demandait quoi faire maintenant quand soudain un crieur public annonça d'en bas, s'adressant à tous les habitants d'Arxia. Il fut annoncé que l'empereur Canariandon était arrivé pour sceller l'alliance matrimoniale afin de mieux voir les invités qui arrivaient. La princesse se pencha trop en avant, recevant une réprimande de la servante mécontente, une vague de chaleur envahit le personnage principal. Car Sa Majesté était vraiment là et maintenant il n'y avait plus moyen de s'en sortir, assise dans le salon. La fille était tourmentée par des doutes sur sa capacité à empêcher la guerre car l'alliance était vouée à l'échec. Dès que Kana apprit la vérité, d'un autre côté, il restait encore une lueur d'espoir puisque grand frère n'avait pas simplement éliminé Azabia. Comme il l'avait fait la dernière fois, il lui avait en fait demandé de le rejoindre et avait même divulgué des informations top secrètes pour adoucir l'affaire. Donc Detrick pensait que sa sœur avait quelque chose à offrir. Sur cette base, elle se dit qu'elle devrait jouer le jeu, et Zibia réalisa qu'elle n'allait pas se faire éliminer. Alors elle décida de prendre son temps et de révéler à Sa Majesté le secret du gardien juste comme elle. Décida de prouver qu'elle était en fait l'une des bonnes personnes. Bam, la porte s'ouvrit et l'empereur entra, ils échangèrent les salutations habituelles. Et l'empereur tendit la main vers la joue de sa fiancée, mais elle se détourna maladroitement, puis il dit qu'il semblait que ce mariage ne faisait pas exactement sauter de joie la princesse, elle insista sur le fait qu'elle était ravie, l'empereur qualifia cela de joli petit mensonge. Et elle rétorqua qu'elle n'oserait pas mentir à Sa Majesté impériale, il remarqua qu'il n'était pas très doué avec toutes ces choses de protocole. Mais il ne voulait pas que sa future épouse l'appelle ainsi, et Zibia se demanda si l'empereur lui parlait aussi simplement sans tous les titres, même dans sa vie précédente, la fille pensa que c'était impossible. Puisqu'ils ne s'étaient même pas rencontrés avant le mariage et qu'elle avait été tuée juste après qu'il ait suggéré qu'ils s'appellent par leur prénom. Et appela le personnage principal simplement Ezibia et elle se figea, totalement prise au dépourvu, elle fut frappée par la beauté de son nom prononcé. Par Kana, il demanda pourquoi elle était si silencieuse comme si elle avait oublié son nom ou quelque chose, le jeune homme se tenait là, confus. Et Sabia ne pouvait pas sortir un mot cohérent, elle balbutia légèrement en voyant sa maîtresse dans sa robe de mariée. La servante Cécilia lui dit à quel point elle était belle et commença à pleurer, la princesse demanda à la servante d'arrêter de pleurer. Elle répondit qu'elle était vraiment triste parce que sa maîtresse se mariait dans ces circonstances. Cécilia remarqua que sa maîtresse aurait pu avoir une belle robe élaborée, le personnage principal y pensa. La servante avait raison, comparée à sa robe de mariée de sa vie antérieure, celle-ci semblait assez simple. Cécilia tomba aux pieds de sa maîtresse et lui demanda de ne pas aller nulle part, sa haute sérénité lui ordonna de se calmer. En disant que ce n'était pas comme si elle marchait dans la gueule de la mort, bien que, en y réfléchissant, c'était un peu vrai, elle risquerait sa vie chaque jour juste en étant dans l'Empire, la fille réalisa que Sa Majesté tenait son pays en otage et qu'elle était destinée à être la future mère d'enfants dotée de pouvoirs magiques. Ezebia va devoir cacher le fait qu'elle ne peut pas lui donner ce qu'il veut éternellement, donc ils ne sont pas du tout un couple. Plutôt comme des ennemis qui se sont juste rencontrés sur le champ de bataille lorsque le prêtre les a déclarés mari et femme. Et a donné son accord pour le baiser de scellage des vœux. Canok leva son voile, à ce moment-là, la princesse pensa qu'elle avait remarqué dans sa vie antérieure à quel point son nouveau mari était beau, elle se dit que l'empereur avait l'air d'un dieu de l'extérieur, mais elle l'avait vu sur le champ de bataille et elle n'avait plus peur de lui, et Zibia décida de considérer ce mariage uniquement comme un moyen d'atteindre la paix, donc elle se fichait de la façon dont l'empereur la traitait, lorsque les lèvres de Sa Majesté étaient presque sur les siennes. La princesse se recula soudainement et lui demanda de patienter un instant, tous les invités poussèrent un cri de choc. Et Canok demanda à sa jeune épouse si tout allait bien, elle pensa que tout devrait aller bien maintenant, alors qu'il chargeait la voiture, le personnage principal ne pouvait pas croire qu'elle quittait déjà le palais avec son tout nouveau mari, c'était nul. Qu'ils aient même annulé la réception de mariage, on aurait dit qu'elle quittait son château familial plutôt que dans sa vie antérieure.
Elle était tellement déprimée qu'elle toucha l'artefact que son frère aîné lui avait offert et se souvint de leur récente conversation. Dthrik avait dit que sa sœur avait pris la bonne décision en acceptant de coopérer puisqu'elle avait choisi sa patrie, Arkia. Elle pensa que c'était une blague. Mais juste à ce moment-là, l'empereur s'approcha d'elle et dit qu'elle était pâle comme la neige et perdue dans ses pensées, alors qu'Evia pensait réellement que Kanash découvrirait qu'elle était stérile, car après des années, elle n'avait toujours pas d'enfant. Elle réalisa que dans ce cas, tout irait en enfer, surtout si elle ne stoppait pas son frère aîné à temps, voyant le visage triste de sa nouvelle épouse. Canok nota que tout se passait comme prévu, il se précipita vers la voiture et déclara fermement qu'il monterait avec elle. Même si c'était contre les coutumes du Nord, l'empereur ajouta qu'il s'inquiétait pour l'état de sa femme. Puis il s'agenouilla et annonça qu'il aiderait Ezovia à monter. La mâchoire de la fille tomba, elle était si choquée qu'elle ne pouvait même pas balbutier une phrase. Kenna insinua qu'il était temps de se dépêcher ou le personnel commencerait à bavarder. Le personnage principal fit mentalement une note que cela ne s'était définitivement pas produit dans sa vie antérieure. Elle se demanda à l'époque si l'empereur était aussi charmant. Et si elle ressentait ses sentiments chaleureux et flouants vers lui, en route vers le palais impérial. Kona remarqua que sa femme avait toujours l'air si triste. Isabella demanda ce qu'il voulait dire par là. Le gars grogna qu'il ne pouvait pas la comprendre. Peut-être qu'elle était malade ou qu'elle planifiait une évasion. La fille ricana en disant que c'était ridicule, à partir de maintenant jusqu'à la fin des temps. Elle était la légitime épouse de l'empereur, c'était son devoir. Kehari, débordant de sarcasme, en disant qu'il était tellement flatté. Puis il a demandé si toutes les princesses étaient comme ça. La fille lui a demandé de clarifier, puis l'empereur s'est demandé si embrasser un homme qu'elle détestait faisait aussi partie de son devoir. Les yeux du personnage principal se sont élargis de surprise et elle a demandé ce qui se passait avec Sa Majesté aujourd'hui. Pourquoi parlait-il comme si elle les détestait? Le jeune homme a avoué que depuis leur première rencontre, il avait toujours voulu savoir quel genre de personne Isabella pensait qu'il était. La fille a rougi au début, puis s'est rapidement mise à parler. Elle a dit qu'elle pensait que Sa Majesté était définitivement un héros. Elle a dit qu'elle avait entendu parler de l'histoire de l'empereur et du chemin difficile vers le trône, ainsi que de ses réalisations. Kay a scoffé, disant qu'il n'avait pas besoin de la réponse répétée de la princesse d'Arkea, il voulait entendre l'opinion honnête d'Ezabea Katiril sur lui. Puis il a demandé à la fille si elle le pensait aussi un héros. Elle a essayé de rassembler ses pensées mais n'a pas réussi à dire quoi que ce soit de cohérent. Alors le jeune homme a remarqué que tout était clair maintenant. Il semblait que sa femme ne pouvait pas surmonter sa peur de son propre mari. Il a dit qu'il s'attendait à quelque chose comme ça, mais ce mariage commençait enfin à lui peser. Une pensée terrible est survenue au personnage principal. Son mari laissait entendre qu'il voulait mettre fin à leur mariage. Alors elle s'est levée brusquement et a crié que c'était un malentendu, ce n'était pas du tout ce qu'elle voulait dire. D'un ton autoritaire, a conseillé à sa femme de s'asseoir, car se tenir debout dans une voiture en mouvement n'était pas sûr. Soudain, le cheval a henni et a freiné brusquement. La voiture a tremblé à cause du choc soudain, le personnage principal a perdu son équilibre, son mari a remarqué et a rattrapé sa bien-aimée. Elle a atterri maladroitement contre sa poitrine. Quand Ezebaya est tombée dans les bras de Kana, il a anxieusement demandé si elle allait bien. Pendant une seconde, la fille s'est demandé combien il était agréable de sentir le cœur de son mari battre et sa poitrine se soulever. Kana l'a tiré de ses pensées en demandant si sa femme allait bien et si elle était blessée. Les jeunes mariés ont été pris au dépourvu par le cri d'un garde, demandant si Sa Majesté allait bien. L'empereur a demandé ce qui s'était passé et le garde s'est excusé pour le renvoi brusque. Et le retard. Il a expliqué qu'un arbre était tombé et bloquait le chemin, ce qui avait effrayé le cheval, mais qu'ils allaient le dégager bientôt. Kay a trouvé tout cela très étrange, puis son regard a été attiré par Eshbaya qui est soudainement devenue pâle. Et s'est tenu la poitrine avec douleur. Dthrik a dit à sa sœur que les gardiens ne pouvaient pas utiliser leur capacité en dehors d'Arkea puisque leur magie appartient à la forêt d'argent. En secret, elle avait espéré que ce soit un mensonge. Mais maintenant elle sentait la magie quitter réellement son corps. Elle a réalisé que si quelque chose arrivait,
Comme une attaque sur la voiture, elle serait totalement impuissante. Cette petite voix dans sa tête s'est à nouveau manifestée, demandant à Ezébia si elle pensait que son frère aîné était derrière l'arrêt soudain. La voix a dit que Dotrick prévoyait de se débarrasser de sa sœur, tout comme la dernière fois, et d'utiliser cela comme excuse pour commencer une guerre. Le personnage principal a dit à cette voix désagréable dans sa tête de se taire, mais elle a continué, appelant Ezébia une pauvre chose parce qu'elle allait mourir à nouveau. Elle a supplié en larmes d'arrêter. Mais la voix l'a ignorée, disant à quel point Ezébia était pathétique, toute seule et impuissante à faire quoi que ce soit. Soudain, la voix de Canok a traversé comme un rayon de soleil, disant que rien n'allait mal, que tout allait bien. Soudain, la voix de Canok perça comme un rayon de soleil, disant que rien n'allait mal, que tout allait bien. Il était là, il lui assura que personne n'oserait lui faire du mal tant qu'il était là. Sa respiration régulière et sa voix calme apaisaient Ezébia, la nuit était tombée et la voiture continuait de se diriger vers le palais impérial. Lorsque Canok rompit soudainement le silence et s'excusa, sa nouvelle épouse fut totalement surprise et lui demanda d'expliquer. Il avoua qu'il avait agi comme un vrai idiot envers elle, le jeune homme ajouta qu'à l'époque. Il pensait que Ezébia ne pouvait pas supporter sa vue, il admit qu'il savait très bien qu'une femme comme Ezébia ne serait probablement pas ravie par cette histoire de mariage. Qu'a dit à sa femme de bien comprendre que même si elle pense que son mari est une sorte de héros, il ne rompra jamais leurs vœux. Il précisa que le traité de paix était toujours en vigueur, donc elle n'avait pas besoin d'avoir peur de son cher mari. À ce moment-là, le personnage principal réalisa ce que ses sentiments qu'elle avait pour Canok tout ce temps étaient, après tout, elle avait à peine parlé à lui dans sa vie précédente. Et seulement maintenant pouvait-elle comprendre quel genre de personne il était vraiment. Ezébia dit qu'elle ne mentait pas quand elle disait qu'elle avait entendu parler des réalisations de son mari. Le fait est d'étudier les faiblesses de l'ennemi. Le personnage principal examina une tonne de documents sur l'Empire Riandon, fouillant à travers les papiers. Elle apprit que l'ascension de Canok avait sauvé le peuple de l'Empire de la tyrannie de l'ancien monarque. C'est aussi à ce moment-là qu'elle découvrit qu'il avait libéré les esclaves opprimés. Plus Ezébia lisait, plus elle apprenait sur les réalisations de Sa Majesté, des choses qu'elle n'avait pas voulu entendre dans sa vie précédente. Après y avoir réfléchi, la fille dit qu'elle n'avait pas du tout peur de son mari et qu'elle ne se souciait pas du mariage. Ezébia sourit mystérieusement et s'adressa à son mari par son prénom, ce qui le surprit car elle ne faisait jamais cela. Elle répondit timidement qu'elle suivait juste les instructions et qu'elle ne utilisait pas son titre, puis elle ajouta qu'elle voulait remercier son cher mari de l'avoir empêché de tomber lorsque la voiture freina si brusquement. Naturellement, le garçon était flatté. Le silence gênant fut rompu par un garde criant qu'ils étaient arrivés au port. La fille regarda par la fenêtre, choquée. Elle ne pouvait pas croire que tout allait bien, ce n'est que lorsqu'elle vit le quai qu'elle se calma enfin, réalisant qu'elle avait réussi à changer l'avenir. Elle était heureuse de ne pas être morte dans cette voiture et d'avoir réussi à empêcher la guerre entre Archie et Riandon de commencer. Maintenant, le personnage principal devait juste trier ses sentiments pour son tout nouveau mari. Le baron Osselin se plaignait, demandant ce qui se passait avec Sa Majesté cette fois-ci, puisque tout le mois dernier c'était des sérénades sur la princesse. Il souligna à quel point il était étrange qu'ils aient pratiquement quitté Archie juste après s'être mariés. Son conseiller rapporta que la voiture impériale avait récemment quitté les bois. Selon le rapport, le vieil homme s'exclama que le jeune couple était proche et son seigneur, avec un sourire en coin, dit que c'était excellent, il avait hâte de rencontrer enfin l'impératrice. En sortant de la voiture, Ezébia vit les énormes navires et s'exclama d'admiration. Cana expliqua qu'on ne pouvait pas atteindre l'Empire avec de plus petits vaisseaux. Il l'avertit de faire attention où elle mettait les pieds, car il faisait déjà sombre. Elle répondit de ne pas s'inquiéter, elle voyait très bien. Juste sa chance, au moment où Ezébia a dit cela, elle a glissé, Cana l'a sauvée de la chute, un moment doux. Cela fera battre le cœur de n'importe quel spectateur, Ezébia remercia son mari pour son aide et il passa son bras autour de ses épaules.
Il prit sa main et annonça qu'ils allaient marcher ensemble. La fille balbutia que ce n'était pas nécessaire, puisqu'elle venait juste de trébucher, mais le garçon rétorqua qu'elle pourrait avoir une entorse ou un bleu. Le personnage principal se sentit offensé, que son mari la voyait comme fragile, tandis que le baron était surpris de voir l'empereur marcher bras dessus bras dessous avec sa femme. Sans se soucier de qui les voyait, le baron se présenta comme Oslin Beinart, un fonctionnaire de premier rang du ministère des Affaires intérieures de l'Empire Riandon. La fille était stupéfaite, réalisant que c'était l'homme même dont elle avait tant lu dans ses documents. La famille d'Oslin Beinart était autrefois très pauvre, mais le baron réussit à les rendre riches grâce à ses compétences, son intuition et son instinct. Il ne jugeait jamais les gens par leur statut mais prêtait attention à qui ils étaient vraiment. C'est pourquoi il avait remarqué Cana lorsqu'il était esclave de guerre. Le baron avait commencé une révolution avec Cana comme futur empereur et agissait en tant que conseiller et stratège. La fille pensa à quel point c'était fou, comme si elle rencontrait un personnage tout droit sorti d'un livre, ajouta qu'en plus de tout cela, le baron occupait à juste titre un poste au ministère des Affaires intérieures. Il était donc important qu'Ezébia fasse sa connaissance. Le personnage principal se présenta comme Ezébia Catril, maintenant Rondonne. Après cela, l'empereur se mit à rêvasser. Comme s'il regardait une vidéo fascinante en ligne, le baron donna un coup de coude à son ami et dit qu'il était temps pour sa majesté de monter à bord. Cela ramena Canok à la réalité et il se précipita pour aider sa femme en lui disant de s'accrocher à lui. Mais elle rétorqua qu'elle pouvait marcher seule. Les jeunes mariés commencèrent à se chamailler devant tout le monde, la femme soutenant qu'elle pouvait gérer. Puisqu'elle venait juste de se blesser, le baron coupa court à leur petit jeu amoureux en demandant s'ils étaient déjà si proches qu'ils utilisaient leur prénom. Azibia réalisa qu'il avait raison, ce n'était vraiment pas approprié avec tant de serviteurs autour. Elle ouvrit la bouche pour s'excuser mais l'empereur l'interrompit en demandant ce qu'il y avait de si mal à ce que sa femme l'appelle par son nom. Le baron Oslin expliqua que c'était une question d'étiquette, mais sa majesté rétorqua que c'était pratique. Il se souvenait maintenant puisqu'il avait lui-même utilisé son nom. L'empereur criait après le baron, qui essayait de s'expliquer et la fille pensa que quelqu'un allait bientôt faire un plongeon, le personnage principal nota mentalement que Canok s'était excusé dans la voiture après avoir réalisé que son comportement passé avait été déplacé. Elle se souvint aussi que lorsqu'elle avait trébuché, le monde entier de Canok s'était concentré sur elle. Le personnage principal comprit que son mari était du genre à ne montrer de la gentillesse et de l'affection qu'en privé. Alors dans la seconde suivante, Ezébia annonça bruyamment qu'elle ne se sentait pas très bien. Elle avait joué la femme parfaite jusqu'à présent mais c'était un coup bas car son cher mari était vraiment inquiet. Il commença à se blâmer de ne pas avoir remarqué plus tôt puis la prit dans ses bras en annonçant qu'il l'emmènerait à sa cabine. Azibia se débattit et cria qu'elle pouvait gérer seule mais Cana continua d'avancer. La vue stupéfia le baron et ses aides, ses cris exigeant d'être lâchés résonnèrent à travers les quais pendant un bon moment. Connor porta son bien-aimé dans une chambre magnifiquement et luxueusement meublée et lui dit de lui faire savoir si elle avait besoin de quoi que ce soit. Le personnage principal, comme n'importe quelle fille dans sa situation, se sentait totalement embarrassé et l'empereur lui lança un regard suspicieux. Il demanda si elle se sentait vraiment juste un peu mal à l'aise, car son visage était rouge. Elle avait probablement de la fièvre, alors qu'Evia rassurait son mari en disant que tout allait bien tout en pensant à quel point cette situation était devenue gênante. Elle aperçut une magnifique robe sur le lit qui mettait vraiment en valeur ses yeux verts. Et demanda si c'était pour elle. Konok hocha la tête et demanda si elle l'aimait. Elle s'exclama qu'elle l'adorait. C'était sa teinte de vert préférée. Azibia sentit une boule dans sa gorge. Personne ne lui avait jamais offert un cadeau aussi attentionné auparavant. Elle était incroyablement reconnaissante envers son mari et promit de bien prendre soin de la robe. Il lui dit de ne pas s'inquiéter pour ça. Ce n'était que des vêtements, puis il dit qu'il devait y aller, qu'il avait des choses à régler, mais qu'elle devrait se détendre un peu. Konark promit de revenir bientôt. Ezabia demanda pourquoi il disait cela et il lui rappela qu'ils étaient maintenant mari et femme. Il dit que les époux sont censés dormir dans le même lit. Elle répondit qu'elle avait d'une certaine manière oublié cette partie. Elle était abasourdie par la réalisation que son mari voulait partager un lit avec elle et prévoyait de passer la nuit ensemble. Puis cela lui frappa, c'était à prévoir puisque l'empereur avait épousé la princesse pour produire un héritier.
Le personnage principal espérait qu'il attendrait qu'il soit au moins dans l'Empire, mais il semblait que cela allait se passer plus tôt. Plutôt que plus tard, la fille se demandait pourquoi cette précipitation, pouvait-il vraiment qu'elle soit si désirable pour Kana. Mais hélas, peu importe à quel point Atibia était belle, son mari réaliserait bientôt que sa femme ne pouvait pas lui donner d'enfant. Soudain, Connor toucha le menton de la fille et rapprocha son visage, Atibia commença mentalement à paniquer. Il était beaucoup trop près et elle ne pouvait pas croire que cela était réellement sur le point de se produire, comme maintenant. Mais au lieu d'un baiser, l'empereur expliqua qu'il avait mentionné le partage d'un lit parce qu'il s'inquiétait pour la réputation de sa femme. Il souligna que dormir dans des lits séparés pourrait avoir une mauvaise image pour Atibia puisqu'elle n'est pas seulement l'impératrice, mais aussi sa femme. L'empereur précisa que partager un lit ne signifiait pas une nuit de noces et elle pouvait être rassurée qu'il ne la mettrait pas sous pression. Atibia répondit timidement qu'elle était prête à faire tout ce qu'il fallait pour plaire à son mari, il grimaça. Kana déclara qu'il préférait ne rien faire sur le navire la nuit, de plus, c'est horrible de se mettre au lit avec quelqu'un. Contre leur volonté, il déclara qu'il était prêt à attendre que sa femme soit prête pour leur nuit de noces. La fille était surprise par ces mots, demandant pourquoi Kana était si gentil avec elle et s'il n'avait pas besoin d'un héritier. Le jeune homme rit en disant que c'était leur première fois à discuter d'une nuit ensemble et que sa femme s'inquiétait déjà de renforcer la position de l'Empire. Il remarqua avec satisfaction qu'il avait beaucoup de chance d'avoir une épouse aussi dévouée. Le jeune homme dit que si Ezebeya voulait vraiment lui donner un héritier si désespérément, alors il pouvait rester un moment. La seule chose qu'il demanda était qu'elle fasse semblant de l'aimer vraiment. Enfin Kana dit que, même si ce mariage était une alliance politique, il espérait qu'un jour l'amour fleurirait entre eux. Tout en travaillant, le jeune homme ne pouvait pas s'empêcher de penser à sa conversation avec sa femme et à son désir de porter un héritier. Il conclut que les choses étaient bien plus compliquées qu'il ne le pensait, mais peut-être que c'était même mieux pour eux deux, se dit le gars. Puisque la fille ne se souvenait de rien du passé, il serait plus facile de repartir sur de nouvelles bases. Soudain, le baron Oslin fit irruption dans la cabine de l'empereur et demanda avec indignation si Sa Majesté avait vraiment envoyé ses troupes défendre les frontières d'Arsay. Il était furieux que l'empereur n'ait consulté personne, mais Kana rétorqua qu'Arcia avait perdu son gardien à cause de lui. Cela avait donc parfaitement du sens. Le baron s'emporta en disant que cette alliance politique était totalement absurde. Puisque les gens de l'Empire étaient les meilleurs dans tout, ils auraient pu conquérir toute la nation. Il reprocha à son ami de ne même pas avoir demandé la permission à Arcia. Il demanda sarcastiquement si cela ne semblait pas être une mauvaise idée de sacrifier des soldats loyaux pour une princesse gâtée. Sa Majesté rugit à Oslin de faire attention à ce qu'il disait, car l'impératrice était loin d'être gâtée. Il lui donnerait tout et n'importe quoi, sans retenue. Oslin cria que c'était insensé, que l'empereur devait l'avoir perdu la tête. L'empereur ordonna à l'officiel de sortir, disant qu'il faisait déjà assez chaud ici. Le baron conclut que son seigneur était clairement à côté de la plaque et ne remarquait même pas qu'il faisait froid dans la cabine. Pendant ce temps, le personnage principal souffrait dans sa cabine d'une douleur atroce, devinant qu'il était douloureux de perdre les pouvoirs du gardien. La fille décida que son bien-aimé ne devait absolument pas découvrir cela, alors elle devait juste demander au serviteur de lui apporter une sorte de médicament. Azibia se supplia de tenir le coup juste pour atteindre la porte de la cabine. Elle avait à peine la force d'atteindre la porte et de l'ouvrir sans même lever les yeux. Elle murmura à la silhouette qui se tenait là qu'elle avait désespérément besoin de médicaments. Il s'est avéré que la silhouette était Sa Majesté. Il s'inquiéta immédiatement pour sa femme, mais elle insista sur le fait que ce n'était rien de sérieux. L'empereur arrêta Isabella en disant qu'il ne la croyait pas. Il pouvait voir sur son visage épuisé que ce n'était pas juste un mal de tête. Il déclara qu'il allait appeler un médecin tout de suite, mais soudain, la fille commença à se sentir incroyablement nauséeuse, son estomac se contractant même si elle n'avait rien mangé. Le ventre de notre héroïne se tordit en nœuds et une seconde plus tard, elle était mortifiée par ce qu'elle venait de faire. Connor était tout aussi choqué qu'Isabia ou n'importe lequel d'entre vous qui regardait et fixa la tache humide sur sa chemise. La fille faillit mourir d'embarras,
mais en plus de cela, elle était en proie à une forte fièvre. Elle ne cessait de s'excuser, disant qu'elle ne voulait pas que cela arrive. Le gars dit qu'il allait définitivement appeler un médecin maintenant et la vision d'Azibia commença à se brouiller. Elle se demanda ce qui allait se passer maintenant. Les choses n'avaient pas exactement bien commencé entre le jeune couple. Et maintenant, la femme maladroite avait ruiné ses vêtements. Azibia pensa que son mari devait probablement être furieux et ne serait pas surpris s'il reconsidérait tout l'arrangement après cela. Juste à ce moment-là, cette voix désagréable dans sa tête lui sauta à nouveau dessus, disant qu'Azépia était en train de tout gâcher. Elle se moqua en demandant si c'était vraiment si difficile de plaire à l'empereur. Surtout maintenant qu'elle avait perdu la magie qu'il voulait tant. La voix ricana en disant que si elle continuait comme ça, quelque chose de bien pire allait lui arriver. Revenant à la réalité, elle lâcha à voix haute combien elle était désolée d'avoir abîmé ses vêtements et qu'elle allait tout nettoyer tout de suite. Kana lui dit de ne pas s'en faire. Pour avoir sali ses vêtements et qu'elle nettoierait tout de suite, Kana lui dit de ne pas s'inquiéter. Ce n'était pas son problème, il ferait comme si cela ne s'était jamais produit et enleva la chemise sale. Désolé les amis, je dois couper la scène de la poitrine de Kana, mais dans l'histoire. Il a dit qu'il allait se changer en quelque chose de propre, la fille s'est affaissée sur le canapé en disant qu'elle avait peur. Tout ça allait vraiment déprimer son mari, Kana a rétorqué qu'il n'était pas si coincé qu'il serait déçu par quelqu'un. Juste pour avoir eu le mal de mer, elle était en fait un peu stupéfaite qu'il ait trouvé une explication. Pour qu'elle se sente mal tout seul, il a touché son visage pour vérifier si elle avait de la fièvre, devinant que c'était probablement sa première fois. Sur un bateau aussi longtemps, le gars a dit que la chose la plus importante était de ne pas laisser tout ça vous abattre. Il a admis que cette situation lui faisait penser à ses jours sur le champ de bataille. Connor a dit qu'à l'époque, presque chaque jour était un nouveau combat et un jour il est tombé sur cet étranger collant, le gars a dit que ce type ne cessait de le suivre, suppliant de rejoindre la Révolution, promettant de lui servir fidèlement jusqu'à la fin de ses jours. Un jour sur la route, ils sont tombés sur le cadavre d'un soldat mort, cet étranger persistant a commencé à crier hystériquement qu'il ne pouvait plus le supporter. Kana a demandé à sa femme de deviner qui c'était, mais elle n'en avait aucune idée. Puis l'empereur a avoué que c'était le baron Oslin qui, au lieu de s'excuser, a accusé Kana de marcher délibérément sur une route. Avec tant de corps, la fille a ri en disant qu'elle n'aurait jamais cru que le baron Oslin Bénard était un tel sentimental. Connor a répondu qu'après quelques années, son ami avait cessé d'être un tel pleurnichard, le gars a ajouté qu'il racontait cette histoire pour prouver à sa femme que le temps guérit toutes les blessures, il pensait qu'après quelques voyages en mer, tout cela s'effacerait de sa mémoire, la fille se demandait s'il prenait ses propres souvenirs passés si légèrement. Comme s'ils n'étaient que des petits accros, Azibia pensait que si c'était vraiment le cas, c'était un peu déchirant. Comme la vie avait été injuste envers lui et elle voulait mieux connaître le vrai Kana, les pensées du personnage principal furent interrompues par un coup à la porte, un roi attendait la permission d'entrer, il était complètement essoufflé. Parce qu'il avait couru ici et maintenant il se maudissait en pensant qu'il était probablement trop en retard. Connor a crié en demandant si ce maudit docteur avait enfin décidé de se montrer même s'il l'avait appelé il y a longtemps. Et qu'il était censé être de garde, Azibia lui a dit de ne pas s'énerver, il est encore tôt, le soleil n'est même pas encore levé. Donc être en retard est compréhensible, l'empereur a dit au gars de venir et de se mettre au travail, il s'est excusé. Et a dit qu'il voulait juste s'assurer qu'il avait tout, Kana a crié qu'il n'allait pas écouter d'excuses, surtout puisque l'impératrice avait un besoin urgent d'un médecin, le type en blouse blanche a dit que c'était un immense honneur de travailler avec elle. Et s'est présenté comme Simon, le médecin royal, le personnage principal était abasourdi que ce gamin apparemment un peu paresseux soit le médecin royal du Grand Empire, la fille a remercié le gars d'être venu si tôt. S'est présentée comme la princesse Arkia et la nouvelle impératrice de l'Empire Riandon, Simon a répondu avec hésitation qu'il était toujours à son service, mais Sa Majesté s'est fâchée en se demandant combien de temps ce type avait l'intention de discuter. L'empereur dit d'un ton menaçant que pendant que Simon traînait quelque part, l'impératrice souffrait.
Donc le travail du médecin était de découvrir pourquoi la jeune fille avait demandé à son mari de ne pas mettre autant de pression sur le jeune homme. Comme elle se sentait déjà beaucoup mieux, car répondit que la négligence a de graves conséquences, il cria après Simon, lui demandant pourquoi il restait là à ne rien faire, et le gars en blouse blanche se précipita vers l'impératrice. Alors qu'Ebia remarquait que le pauvre gars en blouse blanche tremblait, il devait être tellement effrayé par l'empereur, elle toucha les mains de Simon et demanda quel âge il avait. Et le gars répondit qu'il allait bientôt avoir 18 ans, elle souligna à quel point il était jeune, presque du même âge que son frère. Et qu'il devait être incroyablement talentueux pour être déjà médecin de cour. Simon répondit qu'il avait encore beaucoup à apprendre. Mais comme Ebia l'avait dit, elle ne le croyait pas, elle précisa que si le jeune médecin n'était pas compétent, l'empereur ne l'aurait pas engagé. Et demanda à son mari de la soutenir. Cana réprima sa colère et dit que Simon avait une mémoire unique. Capable de se souvenir des choses dans les moindres détails d'un simple coup d'œil, Simon fut surpris lorsque Sa Majesté dit que tout le monde ne pouvait pas mémoriser l'ensemble de l'anatomie humaine à un si jeune âge, le personnage principal conclut joyeusement que Simon n'avait rien à craindre maintenant, sachant que son seigneur l'appréciait. Le jeune médecin dit qu'en vérité, ses maîtres le flattaient, il ne possédait aucun talent particulier mais il ferait tout pour aider l'impératrice. Lady Ryandao remercia Simon d'être prêt à se consacrer à son travail, ce qui signifiait qu'il n'avait pas à s'inquiéter pour leur santé. Avec lui autour, après le départ de Simon, l'empereur remarqua qu'il était un gars très modeste, d'où sa timidité avec les gens qu'il ne connaissait pas bien. La fille répondit qu'il n'y avait rien de mal à cela, elle expliqua qu'elle était heureuse d'avoir rencontré une autre personne. Du cercle intime de son mari, Cana était tout comme tenant la main de Simon. Tu appelles ça juste être amical. Azibia pensa pour elle-même que son mari semblait déprimé, comme s'il voulait qu'elle garde ses distances avec d'autres gars. Elle s'excusa mais il dit ne t'inquiète pas, je ne vais pas exploser. Elle expliqua que Simon lui rappelait son frère. Donc elle ne pouvait tout simplement pas s'empêcher de lui offrir un peu de soutien. Azabia ajouta que lorsque Cana l'avait embrassé dans la voiture, cela lui avait montré à quel point un contact pouvait être réconfortant et rassurant. Elle promit qu'elle ne le ferait plus et qu'elle serait plus consciente de ses actions à partir de maintenant. Soudain, Cana dit à sa femme qu'il avait quelque chose pour elle, quelque chose pour faire disparaître le mauvais goût du médicament. Il lui mit quelque chose dans la bouche et après avoir surmonté la surprise, elle demanda ce que c'était après l'avoir goûté. Elle s'exclama qu'elle adorait les framboises confites. Connor répondit avec fierté qu'il en avait plein d'autres en réserve. Et qu'il était heureux de partager, mais elle savourait encore prudemment la première. Le jeune homme était tout doux et attendrissant, pensant que sa femme était comme un petit lapin grignotant timidement de la laitue. Je parie que la plupart des spectateurs s'attendaient à ce que quelque chose de chaud se passe à ce moment-là, mais malheureusement Nada Canuck se leva et dit. Cela devait arriver à ce moment-là, mais malheureusement, Nada Canuck se leva et dit que le médicament agirait bientôt. De plus il était tard, sa femme devait se reposer et il avait des papiers à terminer. La fille demanda si son mari allait vraiment juste se retourner et partir comme ça et il dit qu'il avait apporté tous les papiers nécessaires. Il ajouta qu'il ne pouvait pas laisser sa bien-aimée seule tant qu'il n'était pas sûr qu'elle allait bien. Le jeune homme promit au personnage principal. Il veillerait sur elle pour qu'elle s'endorme sans souci. De temps en temps Azébia se réveillait et voyait Canache assis à son bureau, plongé dans son travail. Elle pensa à la façon dont il ignorait son manque de manières et se souciait vraiment d'elle et de sa santé. Elle se demanda s'il voulait vraiment l'aimer comme une vraie femme. La fille conclut que si ce mariage aidait les gens et apportait la paix, alors peut-être, juste peut-être, elle pourrait aussi aimer son mari. Soudain, elle imagina de Trix souriant en disant à sa sœur qu'elle ne devrait même pas en rêver. La fille réalisa que son frère avait raison. Elle ne pouvait pas donner à Carcan l'impression qu'il la jetterait dehors dès qu'il découvrirait la vérité. Elle savait que dans ce scénario, la générosité, la tendresse et la gentillesse de son mari se transformeraient instantanément en cruauté et en rage. Alors qu'Ebia comprenait qu'elle ne devait pas se laisser trop emporter par ses sentiments pour Cana, car son objectif principal était de sauver Arkia. L'héroïne se retournait dans son lit, pensant qu'elle devrait peut-être faire savoir à son mari que tout entre eux n'était qu'un jeu. Quand Azépia se réveilla le matin, elle découvrit que Cana était partie.
Elle pensa que c'était sa première fois sur un navire, alors elle ne voulait pas manquer l'expérience. Après un moment, Azibia était prête à se promener, mais la gouvernante essaya de la dissuader. Elle conseilla à la dame de se reposer encore plus. Mais elle répondit qu'elle se sentait beaucoup mieux après avoir dormi. De plus, elle ne voulait pas passer toute la journée enfermée dans sa cabine. Dès que l'héroïne mit le pied sur le pont, un vent violent lui frappa le visage. Et la lumière vive lui fit plisser les yeux. Après quelques secondes, ses yeux s'adaptèrent à la lumière du jour. Et ils s'agrandirent en réalisant qu'elle voyait l'océan de près pour la toute première fois. Des voix masculines appelèrent derrière elle, saluant l'impératrice. Elle se retourna et salua les messieurs en retour. Et les remercia pour leur service. À cet instant, elle réalisa qu'ils la regardaient. Avec le même genre de regard que baron Rosselin. Clairement, tout le cercle intime de l'empereur ne lui faisait pas confiance. Mais ce n'était pas surprenant puisqu'Isébia était une totale étrangère pour eux. On peut comprendre leur point de vue puisque Riandon est un jeune empire. Et son monarque n'a définitivement pas besoin de magie d'archer. Canok avait besoin d'une épouse provenant de cercles bien connus au sein de l'empire. Quelqu'un qui pourrait l'aider et sécuriser un soutien contre les attentes de ses conseillers proches. L'empereur décida d'épouser une princesse étrangère. D'un royaume en déclin. Le personnage principal comprit pourquoi tout le monde était si méfiant à son égard, si ce n'est carrément haineux et méprisant. La fille était perdue dans ses pensées, elle n'avait jamais eu à faire face à quelque chose comme ça auparavant. Dans le monde arcane, tout le monde respectait les gardiens. Azibia avait maintenant presque peur d'imaginer quel genre de cadeau de bienvenue l'Empire Riandon avait en réserve. Soudain, quelqu'un l'appela à nouveau. Elle se retourna et vit Simon se précipiter vers elle. Il s'exclama joyeusement qu'il avait enfin trouvé l'impératrice. Elle murmura que le médicament qu'il lui avait donné avait aidé. La fille dit que le médecin de la cour n'avait rien à craindre. Puis la voix de l'empereur retentit de nulle part. Conrad dit qu'il se souviendrait certainement de la négligence de Simon. Ensuite, il dit à Isabella qu'il avait eu peur de ne pas la trouver dans la cabine. Il la prit dans ses bras et expliqua qu'il était temps pour elle de retourner, le navire tanguait trop. Il ne voulait pas qu'elle tombe malade à nouveau. Après le départ de l'empereur et de l'impératrice, le gars aux cheveux rouges poussa un soupir de soulagement. Ézéphia lui a demandé de la poser en soulignant que les subordonnés de l'empereur n'aimeraient pas ça. Kaina a réagi en disant que c'était quoi ces formalités, elle a rétorqué qu'il était censé donner l'exemple aux nobles. Et ce n'est tout simplement pas cool de saisir une femme et de l'emmener comme ça, le gars est devenu pensif. Puis il a avoué à sa femme qu'il y avait quelque chose qu'il voulait lui dire depuis longtemps, on dirait qu'ils sont sur le point de s'embrasser. Mais non, pas encore, il a ajouté que c'était exactement pour ça qu'il était si déterminé à prendre le trône. Il a expliqué qu'il avait toujours rêvé de construire un pays où les gens se sentaient libres. Et où il n'était pas retenu par l'étiquette et l'ascension sociale, il a dit que c'était pourquoi elle ne devait pas se soucier de ce que pense le cercle intérieur. Parce qu'ils acceptent leur Seigneur tel qu'il est, on dirait même qu'elle est déçue que rien ne se soit passé entre eux. Dans cette situation, elle a cherché des livres et s'est exclamée « Où, d'où viennent ceux-là » Kana a répondu qu'il les avait apportés pendant qu'elle dormait, car il faut avoir quelque chose à lire lors d'une longue traversée en mer. Le gars a deviné que l'impératrice n'était pas vraiment une lectrice, mais elle a immédiatement rejeté cette idée. Elle a dit qu'elle adorait vraiment lire et passait généralement chaque moment libre à le faire, alors Canok a suggéré qu'ils lisent ensemble. Et Isébia a accepté, pensant qu'elle ne s'était jamais attendue à ce que l'empereur soit passionné de lecture. Mais plus elle apprenait à le connaître, plus il devenait intéressant. Azibia avait toujours imaginé Sa Majesté comme un guerrier badass. Pas comme un rat de bibliothèque. Hanako était si sérieuse et impliquée qu'elle ne pouvait s'empêcher de trouver son expression adorable. À ce moment-là, elle se souvenait combien elle aimait se perdre dans un livre dans sa vie antérieure. Comme il n'y avait personne avec qui parler dans le palais à l'époque, c'était si solitaire et elle s'évadait joyeusement dans les histoires et les pensées des autres. Mais maintenant, Isabia savait ce que c'était que d'avoir quelqu'un avec qui partager ses impressions et ses pensées sur les livres qu'elle lisait.
Elle adorait que tout ce qu'on pouvait entendre dans la cabine était le bruissement des pages. Elle souhaitait que le monde puisse être aussi calme et paisible. Elle s'est réveillée parce que quelqu'un lui secouait doucement l'épaule. Ses yeux se sont ouverts et il y avait Kana lui disant que le navire avait accosté et qu'il serait aux portes du palais avant qu'elle ne s'en rende compte. Transition vers la terre ferme, les personnages principaux montent en voiture depuis le port jusqu'au palais. Alors qu'Evia demandait à son mari s'il avait besoin de temps pour se préparer, vous savez, pour faire bonne impression sur son peuple. Elle a souligné que leur empereur ramenait une princesse étrangère et il a dit qu'il verrait tout lors de l'adresse publique. Dans quelques jours. Le gars a dit qu'il voulait avoir une vraie cérémonie de mariage cette fois, car ce qui s'était passé à Arcadia n'était que une formalité. Qui d'autre pense que notre protagoniste masculin est juste la chose la plus douce? Il est si gentil et doux, et c'est un vrai gentleman. Le gars a ajouté qu'une cérémonie de mariage dans l'Empire solidifierait pleinement son statut d'épouse de l'empereur. Les personnages principaux sont arrivés au palais impérial ridiculement opulent, où ils ont été accueillis par Marianne, la gouvernante en chef, qui a dit que tout était préparé pour le séjour confortable du couple impérial. Alors qu'Evia la remerciait, Marianne a proposé de faire visiter le palais à la dame, elle voulait que l'impératrice prenne ses repères et s'installe rapidement. Partout où elle regardait. L'endroit débordait de luxe, scintillant de mille feux, cela frappa Hésibia. Alors pourquoi Arcaia avait-elle perdu la guerre dans sa vie antérieure? Même ce château crie la domination de l'Empire Riandon, la dame regarda par la fenêtre en pointant un bâtiment en disant qu'il semblait déplacé. Mariana intervint en disant que cela indiquait une extension du palais, elle proposa à la dame de s'en approcher de plus près. Mais Hésibia répondit peut-être plus tard, pensant que quelque chose n'allait définitivement pas, la fille réfléchit. Cette extension ressemblait trait pour trait au palais royal d'Arcaia, l'impératrice dit qu'elle voulait continuer à explorer le palais. Et la servante dit qu'elle serait ravie de lui faire visiter, elle lui demanda de vérifier le deuxième étage en annonçant qu'il était entièrement dédié à leurs futurs enfants, puis elle ouvrit une porte en disant que c'était la chambre principale, où l'impératrice dormirait. Hésibia était époustouflée par ce qu'elle voyait, tout semblait si somptueux et cher. Mais elle réussit à se ressaisir pour dire à Mariana que c'était trop pour elle, mais la servante l'ignora simplement. La femme conduisit sa grâce dans une pièce isolée et mentionna qu'un bain avait été préparé pour sa majesté car il n'y a rien de mieux. Après un long voyage. L'impératrice remercia Mariana puis s'approcha du lit recouvert d'une belle couverture en soie. Juste à ce moment-là, la chef des servantes dit qu'elle vérifierait avec le personnel si tout était prêt pour ce soir et Hésibia lui demanda de préciser ce que cela signifiait. La servante expliqua que ce soir, l'empereur et sa femme passeraient leur première nuit ici. En entendant cela, notre fille se figea de choc. Maintenant, passons un peu de temps en avant et voyons comment Canok a réagi. À la chambre quand il arriva, il dit que pendant qu'il était occupé à travailler, cette chambre avait beaucoup changé. Isabella dit que les serviteurs avaient travaillé dur pour s'assurer que ce soir soit inoubliable pour eux. Canoak ne comprit pas immédiatement pourquoi ce soir devrait être spécial, puis il dit qu'il avait compris pourquoi sa femme portait cette nuisette. Alors qu'Hésibia demandait si c'était trop, le gars devint très gêné et dit que cela lui allait à merveille. Il admit que même s'il avait promis d'attendre patiemment que sa femme soit prête, la voir comme ça lui compliquait vraiment les choses. Voyant la confusion dans les yeux de sa femme, il lui dit d'oublier ce qu'il avait dit. Et suggéra qu'il se repose, il dit qu'Hésibia avait l'air épuisée par la journée et elle s'excusa. Elle dit qu'elle n'était pas vraiment familière avec tout cela, mais il lui dit qu'il n'y avait pas besoin de s'excuser car il n'était pas exactement un expert non plus. N'ayant jamais été intime avec qui que ce soit, elle écarquilla les yeux et il rétorqua que ce n'était pas si surprenant. Hésibia demanda si l'empereur n'était pas censé, vous savez, assurer la continuité de la lignée familiale, à quoi il répondit que sa femme voulait un gars expérimenté. Elle ne dit rien, puis Connor dit qu'il n'y avait pas de retour en arrière maintenant. Il ne pouvait pas simplement sortir et apprendre comment faire. La fille répondit que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire, c'était juste que sa confession était un peu inattendue. Le gars souligna que le problème original était toujours là, ils n'avaient tous les deux aucune idée de ce qu'ils faisaient. D'accord les amis,
accrochez-vous car les choses vont devenir intéressantes, Kanash vient juste de suggérer qu'il s'entraîne un peu. Il dit qu'il avait entendu qu'il fallait commencer par se tenir la main et puis il suggéra d'aller au lit pour voir où cela les mènerait, peut-être laisser la nature suivre son cours. Hésibia devint vraiment gênée, commença à paniquer sur ce qu'elle devait faire et le mieux qu'elle put trouver. Disait que sa chemise de nuit était super inconfortable, elle s'est éclipsée en disant qu'elle avait besoin de se changer et le gars lui crie après. Que la chemise de nuit avait des boutons. Konok se précipite vers sa femme en insistant sur le fait qu'il peut l'aider. Après quelques secondes de silence gênant, il lui a demandé si c'était acceptable de la toucher, la lumière de la lune aidait non seulement le gars à accomplir sa tâche. Mais elle ajoutait aussi une petite touche spéciale au moment. Une fois qu'il eut terminé, Kanok avala nerveusement. Et annonça que tout était prêt. La fille le remercia et il dit que ce n'était pas un problème, pourtant. Dans sa tête, le jeune homme pensait à quel point la situation était gênante puisqu'il n'avait jamais pensé qu'il déshabillerait quelqu'un. Comme un serviteur. Coupé à la scène du lit, Kanak chasse l'embarras et appelle sa femme. Suggérant qu'ils continuent leur pratique. Il lui fit remarquer qu'elle était allongée si loin qu'il ne pouvait même pas tendre la main pour lui prendre la main. Alors qu'Evia se rapprochait et que le jeune couple se tenait la main, elle demanda s'il était à l'aise depuis qu'ils s'étaient soudainement retrouvés dans le même lit. Après avoir dormi dans des cabines séparées. Kanok avoua que pendant le voyage, il avait passé chaque nuit dans la cabine de sa femme. Dormant sur une chaise. Il ajouta qu'à un moment donné, il n'utilisait sa propre cabine que pour se changer et se doucher. Chaque nuit dans sa cabine, Kanok entendait sa femme crier. Et dire à son frère qu'elle ne voulait pas aller jusqu'au bout. C'est alors qu'il réalisa que sa bien-aimée était hantée par des cauchemars. Le gars lui rappela qu'il avait promis d'être toujours là pour elle maintenant. Donc il veillerait sur son sommeil. Alors qu'Evia remarquait que Kanak était vraiment une personne différente, rien de ce qu'elle avait imaginé. Elle avoua qu'au début, elle avait eu peur de son mari et pensait qu'il était dangereux. Puisqu'il était arrivé au pouvoir par une révolution qu'il avait lui-même déclenchée. Elle dit qu'avec le temps, son opinion avait changé. Mais ensuite elle avait eu peur de ce qui se passerait si son bien-aimé n'approuvait pas. Kanok lui assura qu'il aimait vraiment Ezabaya. Et qu'il ne regrettait rien, ni de ne pas l'avoir rencontrée, ni de l'avoir épousée. Il lui promit que ce serait toujours ainsi. Parce qu'il avait besoin de sa femme. Ezabaya répondit qu'elle aimait aussi beaucoup son mari, mais pour elle-même, elle pensa. Ne crois pas à ces doux mensonges. Kanak faillit dire qu'il avait besoin de sa femme pour de futurs héritiers. Et pour prendre le contrôle du pouvoir magique à travers elle. La fille réalisa tristement qu'il aimait Ezabaya, la sorcière, pas elle. En se réveillant le matin, le personnage principal trouva un très beau bouquet de roses dans un vase sur la table de chevet. Elle supposa que les servantes en étaient responsables puisque rien n'avait été là auparavant. Juste à ce moment-là, Mariana apparut dans la chambre. Elle salua sa ladyship et demanda comment s'était passée la nuit. Azabia répondit que grâce aux bougies parfumées, elle avait dormi comme un bébé sans aucun cauchemar. La gouvernante dit que c'était merveilleux et demanda si l'impératrice avait besoin de quelque chose d'autre. Pour elle-même. La fille pensa à quel point le discours de la servante était poli, ainsi qu'à ses mouvements et manières confiants, mais même elle me traite comme si j'allais mordre. Ezi pensa qu'il n'y avait pas de temps à perdre là-dessus, elle avait beaucoup trop à faire autour de l'Empire. Maintenant, la fille demanda un petit déjeuner léger et rapide. Parce qu'elle voulait se rendre à la bibliothèque du palais ensuite. La bibliothèque était magnifique, surtout le bois marqueté au centre. Qui l'avait vraiment émerveillée. Elle remarqua qu'il y avait plus de livres ici que partout ailleurs où elle avait jamais vu. L'un des courtisans expliqua à Sa Majesté qu'il y avait des tonnes de livres ici qui n'avaient jamais été publiés. N'importe où ailleurs dans le monde, le gars a dit qu'il y avait même une collection de légendes. Et de contes qui étaient autrefois transmis oralement. L'impératrice a demandé s'il y avait des livres sur les sorciers et il a expliqué qu'elle devrait se rendre dans la section secrète. Il a ajouté que l'empereur et sa femme pouvaient visiter cette section quand ils le souhaitaient. La fille a pensé que si les livres les plus rares étaient gardés dans cette section secrète, alors cela pourrait détenir les clés des pouvoirs du gardien. Soudain,
Un livre avec une couverture vert vif a attiré son attention. Elle s'est dit que peut-être ce livre pourrait l'aider. Azibia l'a attrapé sur l'étagère, pensant que puisque l'âge d'or de la magie était il y a des centaines d'années, elle ne s'attendait pas à trouver d'informations utiles. Le livre s'appelait L'ascension de la magie sur le continent Nord. Une histoire des races non humaines. La rumeur dit que des membres de certaines de ces races utilisent encore la magie. C'est pourquoi on peut trouver plus d'informations sur les gardiens que sur les mages. Le personnage principal a lu des événements datant de 300 ans. Lorsqu'une armée maléfique a envahi les terres où vivaient les humains, elle a même menacé la déesse de la forêt, je veux dire la forêt d'argent elle-même. C'est alors qu'un membre du clan Catril a entendu l'appel de la forêt et est venu aider, jurant de protéger la forêt de Silverwood. Jusqu'à son dernier souffle. Sa loyauté et son courage ont plu à la déesse Farah, et elle a offert au clan Catril un pouvoir divin. Mais le corps humain fragile ne peut pas supporter le pouvoir des dieux, donc les gardiens ne peuvent pas mener une vie humaine normale. Sauf pour une personne, Janessa Catril, qui s'est complètement dédiée à servir la déesse et à protéger la forêt de Silverwood. Elle était une amie éternelle des elfes de la forêt, en contournant les limitations, son enfant a reçu la bénédiction des elfes. Azibia pensait que les livres d'histoire ne mentionnaient que l'éveil de Janessa il y a 300 ans, mais elle se demandait comment elle avait pu avoir un enfant. Azibia se demandait pourquoi Janessa était appelée l'amie éternelle des elfes. Elle a pensé que si elle rencontrait les elfes, elle pourrait en apprendre davantage sur Janessa, mais la question était de savoir où les trouver. Soudain, quelqu'un l'a appelée. C'était Canok qui demandait pourquoi elle était encore là, sautant le dîner. Essayait-elle de s'effondrer d'épuisement? Il avait entendu des murmures selon lesquels les dames de la cour devenaient nerveuses. À propos du comportement de l'impératrice, disparaissant toute la journée sans un mot. Azibia s'est excusée, expliquant qu'elle s'était perdue dans ses livres. Et qu'elle n'avait pas réalisé combien de temps s'était écoulé. Elle a demandé si son mari était vraiment en colère, et Canok lui a dit d'arrêter de lui faire ce regard pathétique. Avec des yeux de lapin. Il a souligné quelle était la raison pour laquelle il avait tant de maux de tête aujourd'hui. Le gars s'est excusé s'il avait semblé dur. Mais elle se demandait pourquoi il s'excusait si tout allait bien. Il a pris sa main et a dit qu'il n'était pas du tout en colère. Qu'elle ait passé du temps à la bibliothèque. Il était juste inquiet qu'elle ne prenne pas soin d'elle-même, surtout qu'elle est si fragile. Canok a dit que cela devait arriver tôt ou tard, étant donné combien sa femme aime lire, elle a probablement eu des frissons. Parce que Canok s'est rapproché et a dit qu'il regrettait de ne pas avoir compris cela plus tôt, à la grande déception de tout le monde. Rien de romantique ne s'est produit encore une fois et Kona s'est simplement éloigné. Heureusement, une seconde plus tard, le jeune homme a appelé sa femme et lui a demandé de le suivre. Le personnage principal a été accueilli par la vue d'une belle pièce spacieuse avec une fontaine et diverses plantes. Elle s'est demandé à voix haute ce qu'était cet endroit incroyable. Le gars a répondu qu'il trouvait important de le lui montrer comme preuve de combien il tenait à elle. Il a demandé si elle aimait vraiment autant les fleurs et elle a acquiescé en ajoutant qu'elle aimait particulièrement les fleurs avec de petits boutons parce qu'elles sont super mignonnes. Kana a dit qu'il était content que sa femme aime l'endroit. Il a demandé que la prochaine fois qu'elle sort pour profiter de ses choses préférées, elle devrait apporter de la nourriture avec elle. Le gars a mentionné qu'il prévoyait de planter plein de petites fleurs à boutons tout autour de ce palais spécial. Il a veillé à souligner que le palais spécial est tout neuf et se tient tout seul. Alors qu'Evia se demandait si son mari avait construit ce château juste pour elle et ensuite lui montrer toute cette serre. Elle ne voulait pas se faire trop d'illusions mais en même temps elle voulait vraiment savoir pourquoi il était encore si doux avec elle. En regardant une autre fleur alors qu'Evia commençait à penser à quel point elle se sentait bizarre dans cet endroit. C'était comme si elle pouvait sentir sa magie trembler. Canok a demandé si quelque chose n'allait pas parce que son expression avait complètement changé. Elle a dit que tout allait bien, c'était juste que la fleur était assez intéressante en fixant la fleur alors qu'Evia pensait que elle supposait qu'elle ne pouvait pas utiliser de magie en dehors d'Arkham mais que se passerait-il si elle pouvait au moins parler aux plantes. Elle a eu l'idée d'essayer de discuter avec la fleur. Quand Canok ne regardait pas mais quand elle a touché un pétale elle a entendu une voix protestant qu'elle ne devrait pas être là, se plaignant de pourquoi elle était même venue. Evia s'est tournée vers Kana dans une panique.
Mais il était complètement déconcerté et a demandé si quelque chose n'allait pas encore tout temps. Continuant à fixer son bien-aimé avec un regard effrayé, la fleur lui a crié de sortir d'ici ou elle mourrait maintenant. L'auteur nous fait avancer d'une semaine et nous parle des événements se déroulant dans la même serre. La fleur qu'Esavi avait admirée plus tôt a été témoin d'une conversation entre une grande femme en chapeau et un homme inconnu. La femme disait à l'homme que peu importe combien il plaidait, sa réponse resterait la même. L'homme lui a conseillé de ne pas être si gentil ni si sévère. Mais elle a crié qu'elle était fière de ce qu'elle avait fait. Il a dit que c'était louable mais que sa propre sœur devrait être plus importante que son travail. Son compagnon a été surpris et a demandé comment il savait. L'homme a répondu que cela n'avait pas d'importance. L'essentiel était que la demande n'était pas si difficile à satisfaire. Il a demandé si c'était vraiment si difficile de rapporter tout ce que l'impératrice fait, et dit la femme a essayé d'argumenter mais l'homme l'a interrompu. Il a souligné que si elle était venue à cette réunion encore aujourd'hui, c'était qu'elle devait être intéressée par l'offre. L'homme a appelé sa compagne Marianne et a demandé quelle était sa réponse. La gouvernante en chef du château impérial se souvenait d'avoir traversé un quartier pauvre et délabré. Il n'y a pas si longtemps, elle était venue rendre visite à sa sœur cadette. La servante s'est excusée de ne pas pouvoir rendre visite plus souvent, disant qu'elle était juste débordée de travail au palais. Elle a appelé la fille allongée sur le lit Edith et lui a demandé de prendre son médicament. La voix de l'homme l'a atteinte à nouveau en disant quel dommage que la sœur cadette de Marianne souffre d'une terrible maladie. Il a dit qu'il était bien conscient que cette horrible maladie était considérée comme une malédiction dans cet empire isolé. Le gars a ajouté que tout le monde sait que si vous ne continuez pas à prendre ces potions de pouvoir magique, votre corps peut se transformer en pierre et vous êtes fichu. Il a souligné que dans un monde sans plus de sorciers, les prix de ces médicaments ont explosé. L'inconnu a assuré Mariana qu'en travaillant avec lui, elle pourrait mettre la main sur une somme d'argent sérieuse. Il lui avait promis de lui donner plus d'argent qu'elle n'aurait jamais pu rêver. La fille demanda s'il parlait de sommes si énormes, il ne devait pas travailler seul. L'homme la complimenta d'avoir compris et il dit qu'il ne pourrait révéler ce genre d'informations que s'il entendait une réponse claire de Mariana. Et lui demanda de bien réfléchir à tout cela lors de sa prochaine visite à sa sœur. Mariana était tourmentée par des pensées sur pourquoi l'homme lui avait demandé une telle chose. Maintenant, au palais impérial, le baron Osselin remet à Sa Majesté le rapport d'évaluation fiscale pour la partie occidentale de l'Empire. Le jeune homme ajouta qu'il avait inclus ses propres recommandations pour réformer le système fiscal avec le rapport. Anuk dit qu'à ce rythme, les propositions de réforme seraient prêtes pour la prochaine réunion du Conseil. Puis l'empereur ajouta que la réunion serait particulièrement difficile puisque les aristocrates de l'ancienne garde seraient fermement opposés à la réforme fiscale. Il expliqua qu'ils seraient tous attachés à la tradition et que s'ils rejetaient le plan de réforme, ils saboteraient l'examen du document. Plus tard, Osselin, semblant agacé, souligna que les aristocrates s'accrochent non seulement aux anciennes méthodes, mais pensent pour une raison quelconque qu'ils ont le droit de diriger tout le spectacle. Sa Majesté remarqua qu'il était étonnant qu'ils les laissent même près du trône, bien que ce soit probablement juste une reddition. Il faut vraiment se rappeler qu'ils ne sont pas exactement amicaux, étant donné qu'ils ont perdu la dernière fois et ont dû reculer. Il ajouta que si ces vipères n'étaient pas soutenues par l'argent de l'Empire, elles auraient rencontré le même sort que le dernier empereur, des têtes qui roulent. Puis Kana intervint en disant qu'il ne cherchait pas à verser plus de sang. Du moins pas à l'intérieur de l'Empire. Juste à ce moment-là, pour une raison quelconque, il se souvint de sa femme, confessant la nuit dernière à quel point elle l'adorait. Le gars se demanda si Ezabea savait ce qu'il avait traversé, elle ne penserait probablement pas qu'il était si génial. Ou le verrait comme une sorte de héros. Maintenant, vérifions notre personnage principal qui traîne dans la serre. Marianne se précipita vers elle, tout excitée, disant qu'elle avait entendu que la dame voulait la voir. Azabia se leva, notant qu'elle avait une question vraiment importante pour la servante.